On voit qu'il y a des Américains qui payent des gens, c'est devenu un boulot, pour aller marcher à leur place ou courir à leur place pour être sûr que tu perds pas tes perfs sur Strava. Ah ouais? Je savais que leur père était mort et ils ont mis 2 ans avant de me dire que leur père s'était suicidé. Tu vas devenir l'ami cool si tu as la capacité de leur amener un truc qu'ils adorent, qui est le fun fact et l'intellect. Le fentanyl est une vraie préoccupation, même des services, c'est politique. Là, à ce stade, aux États-Unis, tu peux acheter en pharmacie, mais genre self-service, du 20 mg de mélatonine. Dans 5 ans, quelle transformation te semble irréversible et lesquelles pourraient se renverser? Le sujet climatique est sorti de la tête des Amérindiens. Tu vois ce genre de SMS que je reçois sur WhatsApp? Je supprime la conversation aux gens et je dis aux gens de ne plus me parler. Parce que ça, que je partage ou pas l'opinion, on tombe dessus. J'ai trop peur qu'on me retire ma green card. Hyper contente de recevoir Élodie Arnoux aujourd'hui. Salut Élodie. Salut Caroline. On s'est rencontrés avec Élodie lors d'une matinée un peu spéciale. Je vous en avais parlé dans la newsletter. C'est un des rares dimanches matins que je me suis levée pour faire autre chose que dormir. J'avais eu la chance d'assister à la présentation que tu avais faite suite à plusieurs semaines passées aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais régulièrement. Oui, Ouais. alors plusieurs semaines aux États-Unis, oui et partir de manière générale sur des temps longs à l'étranger, j'essaye de le faire, 4 à 5 fois par an. Oh, le rêve. Bon, tout ça pour dire que moi, je suis sortie de cette matinée avec, des paillettes dans les yeux, l'impression d'en avoir appris, énormément sur, les méga tendances aux US et c'est tout le point de, notre échange aujourd'hui. Mais avant de se lancer, dans le sujet, Élodie, je vais te proposer de te présenter, qu'on découvre un peu ton parcours. Vous avez 2 heures. Alors on va faire très rapide mon parcours. Merci déjà, de ton invitation. Je suis trop contente, vraiment, là, je suis surex. L'enthousiasme est partagé. Hem, mon parcours est hyper riche et varié, donc je vais peut-être juste commencer sur où j'en suis aujourd'hui, Mmh. et ça fera aussi un lien avec ce qu'on va se raconter sur les États-Unis, après. Moi, je suis, chercheuse, pour l'IA de la Sorbonne actuellement. J'ai commencé une thèse, là, très récemment, OK. et donc ça a aussi contextualisé, bien entendu, la façon dont j'ai fait cette conf OK. et la façon dont j'aborde, les US Et même ce que tu découvres tout ce maintenant. que je découvre, ouais. Ouais. En fait, j'ai toujours eu alors de formation, j'ai fait, une école de commerce, et bien plus tard, quand je suis tombée un peu dans la tech, je me suis diplômée, en UX, design au Gobelin, à Paris. Donc Trop je suis bien. UX designer de formation, donc j'ai déjà une habitude de faire de la recherche. Parce que OK. tu ne crées pas d'innovation sans regarder, Oui, ce qui se fait, ce qui d'accord. se fait déjà. Mais là, ça faisait un moment que, je suis directrice de la transformation de la stratégie pour, une filiale du groupe Les Échos Le Parisien, à côté. OK. Et dans le cadre de mon poste, Entre autres. j'accompagnais, ça fait un moment que j'accompagnais des grands projets de transformation, D'accord. pour le CAC 40. Et en fait, à force de voir, dans les grands groupes avec lesquels on travaille et dans Mmh. les organisations qu'on accompagne, des sujets de transfo, j'ai eu l'idée de documenter ça parce qu'il y avait trop de choses intéressantes OK. et d'en faire une thèse. Donc aujourd'hui, un grand morceau de ma vie se consacre à, lire des papiers de recherche, OK. le week-end, pendant des heures, et documenter ce que je trouve. Et pour te répondre, j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière à l'étranger. J'ai commencé ma carrière à l'étranger et donc j'ai gardé une appétence forte pour, aller voir ailleurs ce qui se passe. Ouais. Et je trouve qu'on ne comprend jamais aussi bien la France que quand on est dans un autre pays qu'on la regarde. Donc des fois, c'est ce côté un peu macro, prendre du On tombe recul, amoureux? oui, ou même, quand on comprend que d'autres ne fonctionnent pas pareil, on comprend Ouais. pourquoi qu'est-ce Mmh. qui nous amène nous à fonctionner d'une certaine manière. OK. Et j'ai un vrai toujours besoin d'avoir un pied à l'international, un pied en France. OK. Donc régulièrement, Mmh. moi quand je pars en vacances ou Mmh. même quand je pars télétravailler, ça c'est du temps long Ouais. où je fais, minimum une semaine et parfois plus. Il y a 2 ans, j'ai fait, 3 mois à New York, Ouais. tout un été parce que j'avais vraiment envie de ce temps-là, et j'en profite pour, observer. Donc en fait, j'ai une Ouais. posture d'observation qui est très forte, Mais en c'est général. extraordinaire parce que tu t'immerges, quand même beaucoup plus dans la vie locale. Complètement, et vraiment je le précise, moi je ne pars pas en voyage, Ouais. et c'est-à-dire et d'ailleurs je le disais en début de conférence, j'ai plein de biais, dans ma pratique. C'est que, ce que par exemple j'ai observé à New York, Mmh. ça fonctionne parce que je suis seule.
parce que je m'immerge donc complètement. Je suis pas avec quelqu'un à faire des restos et des attractions. Vraiment juste, je vis, je prends ma vie, je la transpose là-bas. Ouais. Donc, je travaille de là-bas, je, Consomme de là-bas. je consomme de là-bas, je fais mes courses comme je ferais d'habitude, mais là-bas. Ouais. Et donc, en prenant ma vie, en essayant de l'adapter à là-bas, je regarde comment ça fonctionne. Et aussi, la plupart du temps, je ne suis pas entourée par des Français. Je ne quitte pas la France pour voir des Français. Oui, ce qui est pas, plus très souvent effectivement quand tu vas à l'étranger, et pour t'y installer sur le long terme, très souvent tu es quand même dans des enclaves, heu, communautaires qui rassurent aussi, Complètement. mmh, Et ce qui joue, c'est que quand j'avais 15 ans, je suis partie en tant qu'étudiante d'échange, au lycée, aux États-Unis. ouais, J'étais pas dans un lycée français, j'étais dans un lycée américain. OK, incroyable. Pendant 1 an toute seule, sans ma famille, en famille d'accueil, avec un coup de fil par semaine. Et c'était fantastique, hein. Bah, C'était la meilleure année de ma vie, enfin une des meilleures années de ma vie. j'imagine. Mais ça m'a donné vraiment ce goût de l'immersion, OK. complète sans avec un moment choisi où tu es en contact avec tes racines et ton pays. Mais, j'aime, cette capacité d'aller échanger avec des gens sur place, comprendre comment ils fonctionnent, pourquoi ils fonctionnent comme ça, comprendre la culture. Et je tombe amoureuse d'un pays en comprenant sa culture. Ouais. Donc, j'ai des vrais besoins d'ethnographie, où, c'est d'ailleurs, en recherche, on en parle de la posture, Ouais. d'ethnographie du chercheur. Ouais. C'est que tu t'immerges dans ton terrain. Tu OK. comprends ton terrain parce que tu es en immersion dedans et pas parce que tu le lis dans des bouquins en restant dans ton labo, Ouais. dans ton coin. Non, tu vas vraiment dedans. Mais je trouve que ça change tout, tu vois? Moi, j'ai beaucoup de mal à alors nous, enfin, dans notre métier, tu vois, typiquement, on fait de l'investissement immobilier. Alors moi, c'est pas mon métier à moi de choisir ou d'investir dans les différents deals immobiliers qu'on choisit, mais les rares fois où, j'ai été impliquée dans ce sujet-là, ça me paraît évident que j'ai besoin d'aller sur place, Ouais. dans la ville, voir les choses et cetera. Tu as une tangibilité, qui te dit des choses que tu pourrais jamais appréhender autrement, Ouais. qu'en étant sur place. 3000 moi, je fais, beaucoup l'analogie, c'est l'équivalent du non-verbal. C'est Exactement, ouais. Mmh, tu peux lire plein de choses sur un sujet et tu as beaucoup de choses que tu ne vas comprendre ouais, qu'en allant sur place et ouais, en l'expérimentant par toi-même. ouais. Ouais, qu'on suit des consultants qui vont à la machine à café dans les boîtes dans lesquelles ils conseillent parce que 3000 parce que c'est là que tu es et bah, d'ailleurs, ce que j'ai fait à New York là pendant mmh. plusieurs semaines, cet hiver, c'était l'équivalent d'aller à la machine à café avec, plein d'Américains Ouais, différents et de parler à, tout un tas de ouais, profils. En fait, à la base, je venais juste d'apprendre ouais, que j'étais retenue, que j'avais eu un avis très favorable de mon jury de thèse ouais. pour entrer en thèse, à l'IAE de la Sorbonne. Et donc, c'était normalement des vacances, Mmh. donc je n'étais pas supposée du tout, travailler et j'apprends ça juste avant de partir et donc j'y arrive et je me dis: «OK, moi je conçois pas la recherche comme quelque chose de juste intellectuel. Moi, pour moi, tout doit être très appliqué et très Ouais, terrain». C'est le côté UX. OK. C'est si je cherche un truc, c'est pour trouver des solutions. Donc je dois trouver et je dois comprendre les problèmes et donc j'arrive à New York et je suis toute seule, pour Noël et je me dis: «Bah, en fait, je vais commencer à prendre la température de, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui les D'accord. traverse? OK. Qu'est-ce qui les surprend? Ouais. Comment est-ce qu'ils vivent les choses?» Et donc je regarde plein de choses, mais en effet, il y a une vraie notion d'être en immersion et de le comprendre, comme l'équivalent de la machine à café. Je vois très bien et du coup, sur quel type de signaux très concrets tu t'es appuyé pour construire tes observations? Ce qui a commencé, en fait, quand j'étais partie il y a quelques années, j'étais directrice des opérations d'un think tank. Je venais de terminer ce projet-là professionnel. J'ai pris un moment pour faire du conseil en indé et ce moment pour faire du conseil en indé, je suis partie à New York OK. et à l'époque, quand je documentais, New York, je postais des stories un peu comme tout le monde, Mmh. mais je postais un peu des stories qui avaient toujours un regard Mmh. sur, qu'est-ce qui se passait Mmh. et donc je sais déjà ce que j'aime faire à New York D'accord. et je sais aussi, les conversations que j'ai envie de provoquer OK. et surtout j'ai beaucoup d'amis à New York, américains. OK. De mes quelques semaines que j'ai passées là cet hiver, je n'ai vu que 2 Français. Et c'est un exploit à New York. Oui, c'est ça. Franchement, bravo! C'est un exploit et un peu un choix. J'ai choisi mes Français qui étaient là dans le coin, qui étaient des amis que j'avais vraiment envie de voir. Mais, c'est vrai que sinon, moi je m'appuie, bah, alors sur plein de choses différentes. OK. Hem
Il y a un vrai côté, alors l'urbain, beaucoup. Donc typiquement, tu te promènes dans la rue, tu regardes, et à New York, c'est particulièrement le cas. Que- Quels sont les pubs en ce moment? C'est quoi l'affichage dans la rue? Qu'est-ce qu'on met en avant? Et là, typiquement, j'en parlais dans la conf, j'ai été hyper surprise. Et donc, toujours après, tu regardes et tu te demandes pourquoi ça me surprend. Pas est-ce que c'est bien ou mal. En fait, je suis jamais là pour juger. Juste, je regarde et j'écoute et je me dis, tiens, qu'est-ce qui me surprend là-dedans? Ok. Et par exemple, dans la rue, aux US en ce moment, il y a énormément de pubs B2B, mais qui sont dans l'urbain. Et ça, c'est un truc en France, tu fais de l'affichage en 4x3, Si. dans du B2C. Et non, là, en ce moment, il y a énormément de pubs, notamment sur des services IA, en B2B dans la rue. Ok. Et en même temps, je les comprends, parce qu'ils se disent, la personne qui marche dans la rue, c'est aussi potentiellement mon client. Oui, c'est peut-être le dirigeant de Exactement. start-up qui te C'est ça. tient. En fait, ton consommateur B2C est un acheteur B2B quand il travaille, Oui. potentiellement. Donc, Oui, ça peut même être le DAF, le directeur commercial voilà, d'une boîte qui va dire c'est pas OK. Je regarde énormément ce qui se passe dans le métro. Donc pareil, toujours, c'est une autre façon de regarder l'urbain, pas que la rue, mais l'affichage. Je lis la presse. Ouais. Alors je lis OK. la presse américaine un peu toute l'année, parce que ça m'est resté, et j'ai vraiment aussi ce côté double culture. Mais je la lis encore plus quand je suis là-bas. OK. Je suis hyper vigilante à, comment je me fais targeter par les algorithmes. À partir du moment où tu arrives, Ouais. toutes les pubs que tu as sur tous tes réseaux sociaux, dans ta boîte Gmail, partout, s'adaptent à ton ta géoloc. OK, ouais. Donc je regarde par quoi je me fais targeter, parce que la target me dit, bah, si je suis une cible pour eux, qu'est-ce que ça dit de moi et sur quoi ils essaient de me targeter? J'écoute aussi beaucoup les conversations. Je parle vraiment à plein de gens. Ouais. Dans le métro, en attendant ton café. Dans le métro, dans la rue, en faisant la queue pour acheter des rush tickets pour un spectacle de Broadway. Hem, en OK. Et je leur pose aussi très souvent, j'ai quelques questions que j'aime bien poser. Et donc même si Ouais. les gens sont de classes sociales différentes, je vais un peu tâter le terrain de alors tous leur poser, c'est l'équivalent d'interview de recherche, hein, mais OK. je le fais même pas exprès. Mais quand je suis dans des sujets qui m'intéressent et que j'essaye de prendre le pouls de qu'est-ce qui vient de se passer et qu'est-ce qui se passe en ce moment, en fait, je pose tout le temps les mêmes questions à tout le monde. Et D'accord. après, ça me permet de croiser les réponses. OK. La question peut être, tu vois, par exemple, je venais de terminer un très, très gros projet sur l'adoption de l'IA, en entreprise, avec mes équipes. On avait travaillé avec plein de grands groupes du CAC 40 sur, quel était leur degré de maturité d'adoption, de l'IA. Et donc j'étais en plein dans mes sujets. Il y a encore, je venais d'en sortir. Et donc une des questions que je posais était, «C'est quoi tes IA préférées? C'est quoi tes 5 dernières conversations avec? De quoi tu lui parles?» Ah. Et aussi, quel est le nom que tu lui as donné? Parce que tu arrives aussi à avoir le degré de proximité dès que les gens commencent à donner un surnom. Il y a des gens qui donnent des surnoms à leur IA? Mais plein, mais plein. Il y a des gens qui l'appellent, Chat, comme tu dirais, «Hello Siri», ou «Salut Alexa», il y a des gens qui disent, Chat pour ChatGPT. Mais il y a aussi des gens qui disent: «Oui, moi j'ai un surnom pour mon IA, mais surtout je lui ai demandé de m'appeler comme ça». Et ils font des ego trips à se faire appeler, d'une certaine manière. Ah, Donc ça me met mal à l'aise. Donc la façon dont tu parles à ton IA, les questions que tu lui Ouais. poses et ce que tu fais avec, ça te donne aussi des idées d'où on en est. Par exemple, dans les catégories des gens qui bossent beaucoup dans la tech, ce que j'appelle, les tech bros, mais qui ne sont pas que des hommes. Moi, j'ai plein de copines qui travaillent dans la tech, que ce soit, AWS, YouTube, Google. Hem, on voit, une proportion, hyper intéressante, c'est-à-dire en fait, si je t'en touchais 2 mots juste avant qu'on commence à enregistrer. Les États-Unis ont pas le même rapport à l'IA que nous. Ouais. C'est-à-dire que nous, on essaye de se poser la question de comment est-ce qu'on va avoir un usage responsable de l'IA Oui. et garder un esprit critique et mettre en place des notions d'éthique, dans nos usages. Aux US aujourd'hui, dans tes performance reviews, quand tu bosses dans la tech, hem tout comme à une époque, on installait des logiciels sur ton ordinateur pour regarder à quel point tu bougeais ta souris, pour t'assurer que tu étais derrière ton écran quand tu es en télétravail et pour donc t'assurer que tu es réellement en train de travailler. Et ça existe encore. Non. Si, si, bien sûr. OK. Donc on quantifie, tes mouvements, donc de clavier et ou de trackpad OK. pour s'assurer que Attends, tu es là. Tu vas bouger le trackpad
Aujourd'hui, Mmh. on installe, dans tes performance reviews, on regarde ta consommation, on te donne des accès à des IA et on regarde ta consommation de tokens et ça va rentrer dans ta performance reviews et si tu n'utilises pas suffisamment de tokens, Mmh. c'est-à-dire si tu consommes pas assez, ça veut dire que tu n'utilises pas assez d'IA, Mmh. ça veut dire que tu es pas en train de suffisamment t'y mettre, donc tu es pas assez productif. Et donc, il y a un vrai Mmh. sujet de comment, à la fin du mois, j'ai suffisamment utilisé, peu importe l'IA qu'on m'a mis à disposition et bien entendu l'IA interne. Ouais. Parce que pour peu que tu bosses dans une boîte d'IA et que tu Mmh. décides d'utiliser l'IA de quelqu'un d'autre, typiquement, je sais pas, tu es Oui. développeur et toi tu as envie d'utiliser Claude Code parce que tu as trouvé ça mieux, hem, on peut aussi te convoquer et te faire des rappels à l'ordre en se disant: «En fait, tu as une IA à disposition, chez nous. T'as pas de raison d'utiliser, ça et donc si tu le fais sur ton ordi de travail, on va, venir te demander tout ton historique de prompt. Ils vont les regarder pour voir qu'est-ce que tu fais avec et pourquoi tu le fais pas avec, Bon, cela dit, moi, j'emploie un développeur, chez Anthropic, j'ai pas très envie qu'il aille poser ces questions, chez OpenAI. complètement. Ce qui est rigolo, c'est que les gens dans la tech, qui bossent dans la tech alors déjà, en plus, ils ont beaucoup changé, mais ça va aussi avec la grande tendance de la datafication. D'ailleurs, enfin, aujourd'hui, on est à peu près je crois que la valeur marché, elle est aux alentours de 400 milliards de dollars. Mmh. 380, quelque chose comme ça et les prévisions tout confondu, Mmh. on est sur, une croissance annuelle de 12,4 à quasiment 13 de croissance annuelle sur les 10 prochaines années. Donc on va bientôt être, d'ici 10 ans, à 1 200 milliards de dollars, de taille de marché. Les US en ce moment, mais surtout New York, Mmh. qui est un peu ce laboratoire, c'est une genre de boîte de pétri de Ouais. qu'est-ce qui se passe quand tu mets quelque chose et Mmh. est-ce que ça prend ou pas? Tout est, quantifié Ouais. et la notion de la data, Mmh. bien entendu, il y a pas une personne qui bosse Mmh. dans la tech qui a pas une Oura Ring. Donc on quantifie son sommeil, on quantifie ce qu'on mange, on Ouais. quantifie ses pas. Mmh. D'ailleurs, il y a des mèmes aux États-Unis qui circulent où, on voit qu'il y a des Américains qui payent des gens, c'est devenu un boulot, pour aller marcher à leur place ou courir à leur place pour être sûr que tu perds pas tes perfs sur Strava. Ah ouais? Mais Ouais, si, si, bah, tu fais, courir quelqu'un avec ton objet connecté pour que lui soit c'est ouf! dans les quotas que tu as fixés, que tu voulais publiquement afficher et donc en fait, on quantifie tellement même dans le perso que c'est devenu complètement naturel de tout quantifier dans le Mmh. pro et on quantifie beaucoup la performance. Mmh. Tout ce qui peut devenir une data, va devenir une data parce qu'en fait, l'IA ne repose que là-dessus. Tu Mmh. mets un algo sur des données et donc il faut avoir un maximum de données et de données exploitables. OK. J'ai beaucoup aimé la première tendance, tu sais, où tu dis le «I run an AI company». Ouais, Ça a un peu remplacé le «I work in tech». complètement. C'est c'est exactement ça et ce que tu disais, c'est que personne, enfin, il y a le sujet de l'intelligence artificielle, mais il y a pas du tout le sujet du sous-jacent de ce que tu développes, en Non, c'est comme si c'était totalement accessoire. ouais, tout à fait. Bah, ça, c'était une phrase que j'ai entendue, en arrivant ma 1re soirée à New York, j'avais une pendaison de crémaillère d'un copain Mmh. qui a monté une boîte, AI. qui d'AI, voilà. Une boîte d'AI, qui, fait, des chatbots empathiques. Donc vraiment, OK. ils développent des chatbots pour remplacer dans ta customer experience. Exactement, Eux, OK. vraiment, c'est le sujet de la customer experience. Comment tu fais en sorte d'avoir un agent, Qui a de l'empathie qui a de pour l'empathie et donc et où, je crois que c'était le chiffre, c'est chez leurs clients, jusqu'à 80 des échanges mmh, avec les consommateurs sont remplacés par des échanges avec des IA. OK. Parce que ça permet de gérer beaucoup plus de demandes à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle langue Ouais. et quand tu l'as bien entraînée et qu'elle parle bien, bon, bah, ça fait des, super relations clients et il y a juste l'humain qui prend le pas quand c'est un cas un peu particulier. Et donc il faisait sa pendaison de crémaillère, donc forcément tu invites des gens qui te ressemblent Ouais. et alors moi j'étais de passage à New York et Mmh. donc j'étais hyper contente de le recroiser et puis je suis quand même, assez au fait des sujets, Mmh. d'IA par mon poste. Mais en fait il avait invité beaucoup de ses copains parce qu'ils sont un peu dans des hubs de fondateurs de start-up, AI. Mmh. Et quand tu allais vers les gens, qui est une question qui est assez naturelle aux États-Unis, où tu te présentes, Mmh. tu dis, comment tu connais la personne qui t'a invité et puis ensuite, la question qui vient très vite après, les gens d'ailleurs se définissent par leur travail, hein, Ouais, c'est: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» bien La sûr. réponse était: «I run an AI company» et moi immédiatement, la 1re réponse que j'ai envie de faire, c'est: «Mais qui fait quoi? Tu Oui. tu as une boîte d'IA, mais c'est quoi le problème que vous essayez de résoudre? Quel est le service au juste?»
Et c'est, comme tu dis, la notion où à une époque on disait je bosse dans la tech, ce qui voulait tout rien dire. Oui. Tu pouvais être front-end développeur comme bosser chez Google Ouais. et faire du big data. Ouais. Tu avais un ordinateur, donc tu bossais dans la tech. Et ben là, maintenant, quand tu es fondateur, c'est j'ai monté une boîte d'IA. Et ça veut dire quelque chose de ta boîte et du fait que ta boîte, elle est pertinente en ce moment. Ben, alors je suis tout à fait d'accord avec toi et de toi, ta pertinence sur le marché. Ouais. En réalité, le fait de dire, je suis dans une vague, très, en vogue, parce que ça quand tu es en train de monter une boîte, quand tu es dans les prémices, en fait, si tu es sur un début de vague, en fait, ça aide quand même énormément sur la notoriété, la désirabilité, le fait que ta boîte va être intéressante. Mmh. Et depuis que je t'ai écoutée, grâce à Shoran, il y a quelques semaines, j'ai beaucoup pensé à ce truc, de I run an AI company et je te dis pas ce que je fais derrière et cetera. Et je me suis demandé, nous en tant qu'investisseurs, on voit pas mal de boîtes et en fait, on voit beaucoup de boîtes qui vont être obsolètes très vite. Ouais. Dans l'intelligence artificielle, j'entends. Bien sûr. Il y a plein de petits, logiciels SaaS-like qui se lancent où tu te dis, s même si tu as pas la compétence en interne, même si tu as pas le temps, en réalité, vu que tu as accès à l'intelligence artificielle, tu pourrais le développer. Mmh. Et ça m'a donné un peu cette impression de me dire, en fait, ces boîtes-là, elles te disent: «Je fais de l'intelligence artificielle», quitte à, en fait, bouger assez rapidement, évoluer assez rapidement parce que mon service va être très rapidement obsolète. Ouais. Ça je me suis un peu posé cette question, ça m'a C'est criant et d'ailleurs, j'allais même te dire, parce que vous investissez beaucoup aussi dans la start-up. ouais. Mais pour te dire, nous, une tendance de marché, donc quand je suis sortie de mes 6 mois passés avec le CAC, à regarder comment est-ce qu'on adopte l'IA en interne, quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est, sur le buy or borrow. Mmh. Oui. Hem, Aujourd'hui, le CAC, et de manière générale les grands groupes, Mmh. vont, contractualiser. Ce qu'ils appellent une start-up potentiellement, c'est OpenAI ou Mistral, hein. Oui, oui. Ah genre, Donc ouais, déjà, ouais. c'est même pas, heu, Oui, c'est pas les 2 devs, qui se lancent et qui viennent de commencer à leur mmh. incubation à Station F ou à Y Combinator. C'est pour eux déjà une start-up, c'est potentiellement une licorne. C'est ça Maltap. C'est ça. Et c'est bien cette petite boîte Sam, vraiment. C'est Yann Leca qui fait des tours, Oui. incroyables. Parce qu'on est Hem, d'accord que tout le monde dans Paris a été invité, à investir dans la boîte de Yann Lequin. oui, Voilà. oui. J'ai eu l'impression de voir, croiser un nombre de personnes, «Écoute, j'ai une petite place dans le tour pour la boîte de Yann Lequin». «D'accord, d'accord, tu es la 7e personne cette semaine». C'est une toute petite on est tous autour de la même table. J'espère que ça va cartonner, hein. Je pense que c'est un très beau gâteau. C'est Ouais, un très beau gâteau, Yann ouais, Lequin, il est incroyable. incroyable. Hem, je si j'avais de l'argent à investir, je me poserais sérieusement la question de venir prendre ma part du gâteau autour de cette table. Mais, pour revenir à ça, Mmh, dans les grands groupes, aujourd'hui, ils et d'ailleurs, ils le décrivaient quand je parlais avec eux et avec, ouais. les directeurs d'innovation, les DRH groupes, Mmh. on est très échaudés de l'époque start-up. De l'époque start-up où, tu as beaucoup contractualisé Mmh. et puis tu contractualisais, on avait l'impression de contractualiser français et puis 3 ans après, en fait, l'option de sortie, c'est de te faire racheter par ton concurrent qui est américain et donc toi, tu as investi sur des sujets de OK. souveraineté avec une boîte française et au final, l'intégralité du service ou de la base de données part aux US. Ah marrant! Et donc, il y a un peu l'effet de se dire: «L'IA est tellement critique et la Mmh. souveraineté est tellement dans la tête de tout le monde que, aujourd'hui en interne, on passe 2 ans à négocier, d'activer une fonctionnalité Copilot de Microsoft, enfin d'un truc». En fait, tu passes beaucoup sur les fonctionnalités IA que tes éditeurs Mmh. existants développent. Mmh. Tu développes des choses toi-même, OK. mais tu contractualises très, très peu, en externe et encore moins avec de la petite boîte IA. Et d'ailleurs, moi demain je monte une mini boîte d'IA et je Mmh. suis pas, Mistral, j'irai pas chercher le grand groupe. Alors déjà de manière générale, je vais pas chercher le grand groupe parce que Mmh. les temps d'achat sont beaucoup trop longs, Ouais. mais et les temps de décision et tout le reste, sans compter les même potentiellement après un délai de paiement, parce qu'un grand groupe, Ouais. peut Ah beh, varier. ouais. Les cycles de vente, les délais de paiement, C'est ça. et en fait, une fois que tu as contractualisé, la mise en place, en Ouais, réalité. bien sûr. Mais donc j'irai que dans de la TPE, PME, voilà, un grand max de l'ETI, ce serait pas mon segment marché. Mais oui, en fait, ce côté, I run an AI company et de Mmh. la pertinence marché et de la place que l'IA prend, Mmh. hem, elle est vraie partout
Et il y a cet effet, j'ai un copain qui était VP Product dans une grosse boîte qui, qui il y a 1 an et demi m'a dit, tu sais, on est très challengé par notre actionnariat aujourd'hui pour qu'on commence à se mettre à l'IA. D'accord. Et donc, vu que lui était VP Product, ancien Bien sûr. CTO, il a commencé à créer le Mmh. programme d'AI. Et il me disait, mais le pire, c'est que nos concurrents racontent qu'ils mettent de l'IA sur des choses où, vu que les gens n'y comprennent rien, ils font pas la différence entre un bon vieux machine learning Bien sûr. qui existe depuis 50 ans et l'IA générative. Ils te donnent l'impression que, regardez, on a mis de l'IA, on est capable de reconnaître le prénom, le nom et l'adresse dans un champ formulaire Excel. Si, mais c'est pas de l'IA. C'est juste un formulaire Excel et un peu de reconnaissance et de machine learning. Et donc, il y avait des effets d'annonce parce qu'il y a une vraie pression des investisseurs pour dire où est-ce que vous mettez de l'IA dans votre boîte Ouais. pour rassurer sur le fait que tu vas pas rater le coche. Et en même temps, il y a plein de gens qui ne savent pas trop où la mettre. Non, Ou certains effets d'annonce où... je pense que ouais, en fait, je pense que ça va quand même très vite. Ouais, Je bien pense sûr. qu'il y a 12-18 mois, tu as effectivement plein de gens qui savaient pas, qui avaient du mal à effectivement, qui faisaient pas trop le lien entre les agents, l'IA générative, pour t'aider à coder, les reviews de documents, le truc. Hem, Tu vois, même moi qui suis pas je suis pas très tech friendly, ça m'a pris un temps de dingue, de m'y mettre, heu et là, j'ai des paillettes dans les yeux parce que je trouve que c'est Mmh. je me reprojette il y a 15 ans quand on a monté la boîte, le temps Ce que qu'il tu aurais pu faire, mais bien sûr. mais moi, je me rappelle de passer, j'étais en école de commerce à l'époque, je passais mes nuits à commenter, tous les forums, tous les blogs, tous les articles qui sortaient. J'ai des alertes Google, tu sais, Mmh. pour mettre un lien vers mon site en haut de tous les Pour articles, faire ton qui référencement. exactement. Et Ouais. j'y passais, enfin, on y passait un temps de dingue, tu vois? Produire des articles, produire du contenu, tu sens que c'est pas les mêmes façons de faire. Complètement. Et moi, j'ai un truc, genre, tu vas me dire: «Ça se trouve, c'est complètement idiot». Je te le dis, j'assume. J'ai l'impression qu'il faut en profiter tant que c'est accessible. Est-ce que tu as l'impression que ça va arrêter de l'être? Bah, je me dis: «C'est pas possible, en fait. Ça consomme trop d'énergie, c'est trop énorme, c'est» C'est drôle parce que c'est un truc que moi j'ai beaucoup dit, parce que bien sûr quand tu accompagnes de la transfo, mmh, tu fais aussi de la reco et puis ouais, tu expliques aussi ce qui se passe ailleurs et comment les autres arbitrent. C'est quelque chose que j'ai beaucoup dit et que j'ai un peu observé. Hem, Déjà moi je crois pas à mettre de l'IA partout. Je pense OK. que Gilles Moyes il dit ça assez justement, lui il fait du machine learning Mmh. et lui il dit, «Le premier endroit où tu dois mettre de l'IA, c'est à l'endroit où tu perds du temps». Les goulots d'étranglement. Déjà, Exactement. parce qu'en plus, tu fais un quick win, parce que tout le monde va se dire: «Ah oui, en fait, je comprends l'utilité de ce truc, ça me fait gagner du temps». Ah ouais, mais moi, ça c'est un Heu soulagement, hein. et donc Ouais. tu as besoin de quick win avant de revoir l'intégralité de ton process de fond. Parce qu'en fait, Non. l'IA ne va pas marcher si tu n'acceptes pas que toute la transfo numérique que tu as commencé depuis 20 ans, tout ce que tu as essayé de mettre en place, il faut tout mettre à la poubelle. Ouais. Il faut repenser l'intégralité du process de fond. Ouais. Et en même temps que tu fais le taf de fond et le travail de fond, tu as besoin de quick win et le Ouais. quick win, c'est, là où tu as du retard et tes goulots d'étranglement et c'est un des meilleurs usages. Mais je suis assez d'accord avec toi et c'est pas du tout, c'est rigolo qu'on parle beaucoup de mais en même temps, je te rassure, aux États-Unis, tout le monde parle d'IA en ce moment. Donc on reste vraiment dans le thème. Hem, les US en ont un peu moins conscience, même si en fait ils le savent et d'ailleurs, concrètement, les US ont une consommation de l'IA Mmh. qui n'ont pas les systèmes énergétiques pour tenir. OK. Enfin, la façon dont la dépendance énergétique des US et la façon dont les US sont powered, en tant que pays, n'a pas évolué depuis les années 50, grosso modo et donc ils se posent des vraies questions et c'est pour ça que Elon Musk, crée, je sais plus si c'est à Minneapolis ou ailleurs, des villes entières qu'il est en train de ravager, pour mettre, enfin pour créer l'énergie pour soutenir les data centers. Mais il y a 2 sujets. Il y a bien sûr la dépendance énergétique, Mmh. combien ça coûte et d'ailleurs si tu payais réellement ton prompt comme au début du 56K, Oui. quand tu payais ta consommation internet, ce que ça coûtait vraiment et que Ouais. tu achetais des forfaits ou même, Oui, le bah, problème du sentiment illimité, ta consommation de téléphone, de gigabytes. Si tu étais pas sur des forfaits où tu as 200 gigabytes, et tu as l'impression que c'est ouais. Byzance et Ouais. illimité, cette notion, si tu le payais réellement, tu réfléchirais un peu plus où tu le mets et surtout ça coûterait très cher. Mmh. Et le deuxième truc qui peut arriver juste et d'ailleurs, je crois que c'est OpenAI notamment Mmh. qui a des tarifications de forfaits qui ne sont encore jamais sorties, mais qui sont, heu, très importantes. Mmh. C'est qu'une fois que tu as bien pris tes habitudes avec l'IA, Mmh. que tu as tout automatisé, que tu as des choses qui run en Mmh. permanence, si ton provider principal décide de complètement augmenter le prix, Bah, bah, est-ce que tu peux payer ou pas? ouais.
Et une fois que tu es bien locked in, Bien sûr. qui est d'ailleurs le principe de n'importe quelle tech, hein, Mmh. c'est comment je rentre tellement dans la vie de Ouais. mon... Enfin, moi, j'ai un Mac depuis 20 ans. Ouais. Un des premiers trucs que je demande quand je prends un poste, c'est est-ce que c'est un sujet si moi je suis sur Mac et pas sur PC. Je vais perdre un temps de prise de poste. Si vous me donnez un PC Ah. qui est pas rentable par rapport à mon salaire. Donc, donnez-moi un Mac et je suis opérationnelle day one. Et je suis complètement hooked dans l'écosystème Apple. Ah bah, non, mais je pense que tous Et ceux ben, on qui est en ben train d'essayer de se faire hooked dans tous les écosystèmes des IA. D'ailleurs, je trouve que Anthropic a réussi un truc assez incroyable récemment, ouais. dans la facilité qu'ils ont de faire converger des gens qui n'auraient jamais quitté ChatGPT par habitude et qui sont en train de complètement embarquer C'est le prénom, ça. Claude. Ils ont fait un truc. Bon, pour pas parler que d'IA, on va pas faire toutes les méga tendances, mais laquelle, te paraît la plus structurelle dans celles que tu as identifiées? Et à contrario, laquelle est selon toi une bulle ou un épiphénomène? J'imagine que tu nous as parlé que de trucs qui sont très structurels. Oui, j'ai parlé de trucs qui sont très structurels, mais je pense que la plus structurelle, c'est parce que c'est propre à la culture américaine. C'est vraiment le côté it's easy. Oui, d'accord. Comment on facilite tout, Ouais, c'est qui est très forte. Et en fait, tout dépend si c'est sur un point de vue business ou si c'est sur un point de vue perso. Parce que structurellement parlant, à quel point les Américains s'isolent, s'enferment, sortent de leurs amitiés, de leurs relations. Et aujourd'hui, il y a tout un business qui est en train de se créer sur comment on recrée des clubs sociaux, des Mmh. endroits où on se rencontre. Parce que vu qu'on se rencontre plus à l'église ou qu'on se Mmh. rencontre plus au bénévolat, qui était un Mmh. truc très américain, Ouais. où est-ce qu'on se rencontre maintenant quand je cherche des gens comme moi et je OK. m'entends plus avec personne? Parce que c'est très, très polarisé. Ouais. Mais la plus structurelle, je pense que c'est vraiment cette notion de à quel point on est encore plus et ça va même c'est en fait, c'est la tendance de fond qui est aidée par l'IA, hein. Comment on essaie de simplifier la vie des gens. Ouais. Et dans la simplification de la vie des gens, j'essaie de me rappeler, tu avais identifié il y avait la second home economy, Ouais, il y avait le one stop shop. Alors c'est marrant parce que nous, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, en start-up, de devenir le one stop shop, alors nous, dans notre cas de la finance, Amazon qui est en train d'essayer de devenir le one stop shop de tout ce que tu peux consommer et commander, bien sûr. globalement. Et il y en avait un troisième, je l'ai plus en tête. Le dernier kilomètre. Ah oui! C'est cette phrase que j'ai beaucoup entendue qui était quand je demandais pourquoi quelqu'un utilisait un service ou pourquoi ils aimaient bien ça, enfin ils aimaient bien quelque chose qu'ils consommaient, il D'accord. y avait "They made it really easy". Ils l'ont Bon, rendu facile, ils l'ont rendu simple. ouais. Et en fait, ce que les Américains maîtrisent très, très bien et qu'ils pensent à chaque fois qu'ils lancent un produit ou un service, c'est ce qui est la difficulté de n'importe quelle boîte, en tout cas quand tu livres beaucoup, c'est pour ça qu'on appelle ça nous le dernier kilomètre en France, mais qui est vraiment, le dernier pas, enlever la dernière friction qui ferait que tu ne te poses pas la question d'acheter ou pas. OK. Tout est simplifié. Donc c'est le dernier kilomètre de livraison. Ouais. Et alors typiquement Amazon l'a hyper bien fait, mais tu as beaucoup, beaucoup de choses. Bah, quand tu disais, Amazon en ce moment, ils deviennent le one stop shop, aux États-Unis, ils sont déjà en train de remplacer les business des banques, et des pharmacies. Ah ouais? Ouais, tu as des pilotes et tu as des tests en ce moment, mais où tu peux, envoyer ton ordonnance et tu OK. vas dans un point retrait Amazon qui est juste à côté de chez toi où, tu récupères dans un casier, Ton Ozempic. T Pardon. ton Ozempic, parce ils ont rendu aussi très simple. Pareil, pourquoi tout le monde se met à l'Ozempic aux US? Ouais. Ils l'ont rendu hyper facile d'accès. C'est hallucinant ça, hein. Vraiment, ton GLP-1, d'ailleurs quand tu vas sur les sites, parce qu'il y a des pubs partout dans le métro, et il y a même, Serena Williams, hein, qui fait la pub, où elle est dans le métro à s'injecter, je sais plus si c'est dans le bras, je crois que c'est dans le bras. Hem, Tout est fait pour que ce soit facile pour toi de le commander et que tu n'y penses pas. Donc il y a pas de sujet de prix, parce qu'on te dit: «On s'occupe de voir avec votre mutuelle pour vous faire rembourser». Et indépendamment, on te fait le paiement, échelonné comme pas possible, qui fait que, c'est 1 $ dans ton budget, alors que ça te coûte 150 $ par mois, bon, dans une ville comme New York, 150 $ par mois, Oui. c'est pas grand-chose, pour les gens qui ont les moyens de vivre à New York. Ouais. Mais donc tout est vraiment fait pour on s'occupe de parler à ta mutuelle, pour te faire rembourser. Si tu pas, les piqûres, tu as l'option, de le faire en gélule. Si tu pas les gélules, tu as l'option du patch. C'est tout est pensé
pour qu'il y ait aucun frein, ni sur la façon de se Mmh. l'administrer, Ouais. ni sur la façon de l'acheter. Et donc l'accessibilité, Mmh. et d'ailleurs, j'ai dit ça, c'est un truc sur lequel je Mmh. disais: «Mais quand tu veux qu'un truc fonctionne, Mmh. tu le rends très accessible». Et c'est très américain. Tu dis c'est pour Mmh. le coup, ça se dément pas comme tendance depuis 120 ans, quoi. 3000 Ce qui est d'ailleurs, c'est une tension, Mmh. qui existe, qui est que tu vois, moi, ça m'a toujours surpris quand je reste pendant un moment à New York. Tu peux être dans des très, très beaux, immeubles, Mmh donc mh. tu as des condos qui sont un peu récents, mais dès que tu es dans des bâtiments qui ont été construits dans les années 80, 90, enfin, peu importe, qui ne sont pas Mmh. hyper climatiquement, je ne sais Ouais. pas, tu sens et en particulier quand tu habites à Paris ou Mmh. quand tu as l'habitude, quand tu as grandi en France, Mmh. dans de la brique, Ouais. dans du mur, Ouais. dans du vieux Ouais. bâtiment, heu, Solide. solide, tu as l'impression que tu fais toc toc sur un mur, va y avoir un trou. C'est vrai. Mais c'est du carton-plâtre. En fait, rien ne l'isolation est pourrie, les murs sont absolument pas épais, c'est de la cloison, c'est pas du mur. Alors tu te poses jamais la question aux États-Unis, les murs porteurs, que tu as peur de casser. Tout est cassable. C'est vraiment, et donc Oui. mais parce que, le sujet, c'était pas de faire, pour que ça dure, le sujet, c'était de faire vite. Le sujet, D'accord. c'est toujours d'être le premier Oui. et de faire. Ouais, ouais. De faire, d'avancer, done is better than perfect. Exactement, C'est exactement, marrant, ouais. et Ils sont fidèles à leurs valeurs. bah, c'est culturel, Ouais. et en fait, quand tu comprends ça de la culture, c'est enfin, j'ai pris l'habitude, parce que quand j'avais 15 ans, quand je suis arrivée aux États-Unis, dans ma journée d'intégration, 2e jour après avoir atterri, j'ai la directrice des échanges des étudiants qui nous a dit cette phrase qui m'a marquée à vie, qui dit: «Quand vous allez voir un truc que vous allez pas aimer, Mmh. votre instinct premier ça va vous dire: "J'aime pas, c'est pas bien, ça choque mes valeurs"». En fait, ce n'est pas bien, ce n'est pas ni bien ni mal, Mmh. c'est juste différent. À chaque fois que vous voyez un truc que vous aimez pas, Mmh. dites-vous juste: «OK, c'est ouais, c'est différent». Ça va aller de, nous, quand on est français, par exemple, la capacité dans un repas de mettre du ketchup partout. Toi, tu as envie de crier: «Comment osez-vous? Comment Mais ça, les légumes sont frits? ah, c'est d'accord, c'est ça», et il peut y avoir des choses avec lesquelles tu as grandi où Mmh. tu as envie de crier sacrilège, Mmh. et en fait, bah, c'est ni bien ni mal, c'est différent, c'est comme ça qu'ils font, voilà, Mmh. quelqu'un d'autre viendra en France et dirait: «Mais comment vous pouvez manger des grenouilles?» Bah, c'est différent, voilà, on a une tradition, et donc je dis pas que c'est bien ou mal. Personnellement, moi, j'adore l'immobilier en France qui fait pour durer. Je trouve ça assez chouette. Oui, le beau bâti, c'est quand même le beau bâti. Le beau bâti, c'est sympa. Mais oui, tu dans tout aux États-Unis, on te rappelle que le sujet, c'était de faire, et de donner très vite «Done is better than perfect». C'est exactement cette phrase, de donner très vite la réalité à ton idée. Ouais. Il faut lui donner vie le plus vite possible. Parce Mmh. qu'en fait, il y a pas de «je pense» Mmh. ou «je crois» ou «j'aimerais», il y a «je fais» et «je vois ce que ça donne». Ouais. C'est ancré dans leur culture, la notion d'itération. Mmh. C'est je fais et puis après, bah, on améliorera, mais au moins je me lance. Oui, tu as vraiment mais c'est un culot, que tu trouves que là-bas, en réalité Ouais. et Mais parce qu'ils ont pas peur de l'échec, parce que l'échec est valorisé. Quand tu échoues aux États-Unis, ça veut dire que tu as essayé. c'est vrai? Bien Vraiment? sûr. Ah Parce que tu vraiment. on le dit beaucoup, mais c'est une réalité. Ouais, j'ai pris un café avec un copain, bah, là, pendant que j'étais à New York, qui vient de faire un très, très gros tour. Il a fait son love money, je crois que c'était 5 millions, et J'adore les États-Unis. Sa Je sa l'aime. sa série A, c'était 30 ou 50, tu vois? Enfin, c'était, vraiment, bon, en même temps, il est sur une boîte qui est propulsée par l'IA, Ouais. donc voilà. Voilà. Il est dans une, health tech, et donc OK. forcément, dès que tu es dans la santé, Ouais. même si, tu mets de l'IA partout, tu as besoin de beaucoup d'argent pour, faire de l'investissement, et lui, il me disait, maintenant que l'IA existe, Mmh. c'est un second time founder, donc c'est sa deuxième boîte. Mmh. Il me dit: «Je peux pas me planter». Je me dis que par rapport à mes investisseurs, en plus, il a quitté une boîte qui était méga profitable. Il a vest son equity, son précédent boss a investi quand il lui a dit: «Je pars pour monter la boîte». Son boss lui a dit: «Je suis très triste, mais du coup, je mets un ticket chez toi». Enfin, Ouais. donc il est très supporté. Il a Ouais. eu les fonds qu'il voulait pour Ouais. faire ses tours, tout, et il me dit: «Je n'aurai pas d'excuse si je plante parce que j'ai l'IA, donc je ne peux que réussir». Des fois, je suis dans mon canapé et je réponds à des calls et je regarde sur mon écran, j'ai mon IA qui est en train de faire des trucs à ma place, tu vois? Ouais.
Ah bah, c'est tellement, puissant, on a besoin d'embaucher moins vite parce que chaque personne a augmenté. Je lui ai dit: «Mais de quoi tu parles?» Je dis: «Même si tu échoues, ouais. tu monteras à une autre boîte». Et il réfléchit 2 secondes et il me dit: «Ouais, tu raison». Je En fait, il sait que même en échouant, une boîte d'IA là-bas, tu auras toujours le track record de celui qui a pris le risque. OK. Et en fait, le risque là-bas est Mmh. plus valorisé que le fait que ton risque n'est pas payé. Au moins, tu as investi, au moins, tu as fait quelque chose. Au moins, en fait, c'est une preuve de courage. L'échec est limite une preuve de courage parce que tu n'aurais pas eu d'échec si tu avais pas osé. Bah, écoute, Donc c'est quand même très vrai. pensez pour tout l'entrepreneuriat français, en ce moment. Où c'est pas franchement évident. Non, mais c'est sûr que les États-Unis pour ça, il y a un vrai truc culturel, et on a beau vouloir développer des écosystèmes entrepreneuriaux. Oui, we are recording. Later, later. Later? Text. C'est pas grave, Mais c'est pas grave, on va couper ça, Julie. merci Julie. On a beau développer des systèmes entrepreneuriaux, des écosystèmes. Oui, tu sais en fait, tu sens qu'il y a une vraie volonté, aussi de souveraineté de ce côté-là. Tu as envie de développer la tech française, on a envie d'avoir des champions français. Il y a des fonds, franchement, il y a moins de fonds qu'aux États-Unis, tu vois? J'entendrai jamais parler d'un Love Money, d'un tour de Love Money à 5 millions 000, Ouais. la série A à 50, c'est colossal, on aura jamais ça. En revanche, en fait, tu sens qu'il y a un écosystème aux US qu'on pourra jamais battre. Au-delà des montants, au-delà de la taille du marché adressable tout de suite, qui est colossal parce que, la Californie, c'est 5 fois la France. Donc en fait, c'est vrai qu'une fois que ton marché, c'est tous les États-Unis, Ouais. et pas juste la France, puis l'Europe, puis, mais il y a ce truc très, culturel de j'essaye, j'y vais, je me retiens pas, et on me fait confiance, quoi. Et si je me plante, c'est pas grave. Complètement. Et je pense que c'est aussi une histoire d'échelle de valeur. En fait, on a toujours la posture de la France, parce que c'est historique et qu'on a été un grand colonisateur de la vieille puissance, on était un grand empire, mais vraiment en termes de taille. Mmh. Et comme tu dis, et c'est très intéressant, quand tu es aux États-Unis, alors déjà, tu fais des tours à 5 millions pour du Love Money, puisque tu es à New York. Enfin, lui, clairement, Oui. il passait sa vie entre Paris et New York et il avait hyper envie de venir passer plus de temps en Europe. Quand il a voulu monter sa boîte, il m'a dit: je repars à New York parce que c'est là que j'ai mes invests. OK. New York a une concentration de millionnaires et Ouais. milliardaires qui est faramineuse. Donc, mais quand tu lances ta boîte aux US et que tu adresses le marché américain, c'est l'équivalent de lancer une boîte en France et d'adresser immédiatement l'Europe. Enfin, tu vois ce que je veux Oui. dire? Les États-Unis, chaque État déjà est fédéral, donc chaque État a ses propres lois. Même quand tu veux d'ailleurs, en IA, mettre une loi, Mmh. en code, D'accord. tu dois réfléchir à toutes les lois de chaque État par rapport au privacy et par rapport, donc si tu veux être, le plus compatible possible, bon, bah, tu fais la loi californienne et tu dis que tu es à peu près cover partout. Mmh. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'étais hyper surprise, cet hiver quand j'y étais. Je pensais que Madame Dany allait être adorée de tous les Américains, Mmh. avec qui j'allais Mmh. échanger, de tous les New-Yorkais. Et oui, il est très plébiscité, il a été très aimé, mais il y a aussi plein de gens qui, notamment des démocrates, qui me disent: Ça m'ennuie parce que je pense qu'il va échouer et ça va, abîmer notre parti». Parce que derrière, bon, bah, le sujet, oui, Mmh. c'est les municipales, mais on a surtout, comment est-ce qu'on fait partir Trump, après. Et fondamentalement, ce que Mamdani a fait, c'est qu'il a fait des promesses électorales sur des choses qui ne dépendent pas de la municipalité. D'accord. Quand il parle de certaines choses comme, les bus ou les supermarchés, Mmh. en fait, ça va forcément coûter de l'argent parce que les bus à New York, c'est pas la mairie qui les fait, c'est des entreprises. Et donc c'est un contrat entre, la mairie et une entreprise. Mais donc, bah, s'il dit, que les bus deviennent gratuits, comment est-ce qu'on trouve cet argent-là? Sur, le sujet, des pouvoirs d'achat ou des crèches, ou enfin, il y a beaucoup de choses, qui sont liées, sur le sujet de l'encadrement des loyers. Mmh. New York est une ville, mais New York aussi est un État. Et donc il y a des choses qui doivent se faire voter par l'État de New York, qui n'ont rien à voir avec la ville. D'accord. Et donc pour eux, il y en a qui se disent: «C'est super, j'adore l'engouement», et puis au final, il a fait ce que Trump a fait, il a joué sur le pouvoir d'achat, il a gagné sa campagne là-dessus. Ouais. Mais je doute qu'il arrive à faire tout ce qu'il a promis. Et s'il n'y arrive pas, est-ce que ça va pas nous revenir en effet boomerang derrière?
Et donc oui, c'est hyper compliqué quand tu montes une boîte en France de dire, bah, déjà tu adresses la France, mais Mmh. en fait aux États-Unis, tu as déjà tellement de business à faire rien qu'avec ton marché. Ouais. Tout le monde parle la même langue, tout le monde a la même monnaie, heu, ils ont tous des lois différentes, mais après quand tu t'adaptes à machin, bon, bah, Bah, en fait, oui. tu adresses une taille de marché qui est tellement grande. Ah bah, c'est ça. Il y a pas de barrière, il y a une barrière, réglementaire, mais il y a quand même peu de barrières culturelles. Bah, oui. Bon, même si, quand tu te Oui, dans le chaque Midwest, État est, un peu différent, oui, mais non. Ils sont plus ou moins des conservateurs ou plus ou moins et en plus, c'est un patriotisme, en plus, partagé. ouais, réel. Ouais, réel. Alors c'était marrant ce que tu disais, dans les tendances, tu disais, ils se demandent beaucoup ce qu'on pense d'eux. Ouais. J'ai terminé, j'ai conclu avec ça. Parce C'est drôle. alors j'ai une théorie là-dessus qui est pas du tout scientifique, mais heu, en fait, c'était quelque chose qui revenait donc j'ai pris beaucoup de café, beaucoup de déj, j'ai fait beaucoup de de dîners, soirées et cetera et quand tu parles non suffisamment avec les Mmh. Américains et que tu as des vraies conversations avec eux, Mmh. hem, à la fin de la conversation, Mmh. mais immanquablement, Mmh. il y a toujours la question qui va venir: «Et qu'est-ce que vous pensez de nous?» Chose qu'un Français ne demanderait jamais à un Américain, Jamais, jamais. Qu'est-ce qu'on jamais. sent en fait, son opinion de nous, et ou même et même tu as plein d'autres Mmh. cultures. Moi, j'ai travaillé en Inde pendant un an, à Istanbul, aussi pendant un an. J'ai jamais eu un Indien en voiture qui m'a dit: «C'est quoi votre opinion de nous?» Éventuellement, au bout de quelques mois, certains de mes collègues à Istanbul me disaient, «Est-ce que qu'est-ce que vous pensez de notre entrée dans l'Europe?» Mmh. Tu vois? Mais c'était Mais je me vois pas demander à un Japonais ce qu'il pense de nous, quoi. non. Mais en fait, les Américains ont quand même ce et en tout cas, les New-Yorkais, mais alors pas ça, c'est un truc que j'ai entendu dans plein d'États, hein. En Arizona, OK. au Colorado, Oui, donc pas que dans New York. d'Américains du Minnesota, du Nebraska, de machin. Cette notion de demander: «Qu'est-ce que vous pensez de nous?» Je pense que c'est aussi une forme de, les US, ils sont d'ailleurs plein de gens disent aujourd'hui que tout ce qui se passe en termes de géopolitique, c'est un sujet juste entre les US et la Chine. OK. Même ce qui se passe au Moyen-Orient, le sujet, c'est comment est-ce que, les US gardent leur, pouvoir et leur, monopole versus OK. la Chine. Hem et un truc que alors les Chinois avancent hyper bien sur plein de choses, la Mmh. technologie, le de enfin de même l'environnement au final, Mmh. ça là, il y a beaucoup de choses qui avancent et donc ils sont en train de gagner sur plein de terrains, Mmh. économiques, industriels, Mmh. technologiques. Sur le terrain du capital social, Mmh. c'est-à-dire la culture et faire en sorte que ta culture mondialement, Mmh. que tu aies du réseau, que tu sois connu et que tes codes Mmh. culturels soient connus de tous et Mmh. appréciés. Le monopole du cool, Mmh. ça vient des US. Mmh. C'est pas compliqué, Oui. tu as n'importe qui fait un truc aux US. Mmh. Enfin, c'était, le patron d'AXA, qui, avait dit une fois cette phrase que je trouvais, géniale, de Thomas Burbell, qui avait dit: «On est quand même, le seul pays où on a une émission qui s'appelle, l'heure américaine». On n'a pas l'heure, chinoise ou l'heure, indienne ou l'heure non, on est tout le temps en train de regarder Mmh. et en Europe, c'est Mmh. très vrai, on est tout le temps en train de regarder ce qui se passe aux Ouais. US. On regarde beaucoup. On leur demande pas ce qu'ils pensent de nous, mais par Non, contre, on est tout le temps en train de les regarder. non, puis tu parles à n'importe quel entrepreneur français, il te dit: «Je passe du temps à New York tous les ans, pour m'inspirer», quoi. Exactement et le rêve, c'est de percer, mais même moi, quand j'étais entrepreneur, Mmh. j'ai eu une boîte pendant 4 ans, Mmh. ma start-up, mon rêve était d'ouvrir les US. Je ne voulais que alors, je me suis pris un gros covid, tout était fermé, il se passait rien. Je me disais: «Mais je vais vraiment attendre pendant 2 ans qu'un jour il se repasse des choses». Parce que la France, c'était bien, Ouais. l'Europe, c'était chouette, mais moi, je voulais, Et tu faisais quoi? j'avais monté une plateforme qui faisait de l'innovation, on gamifiait la collecte de dons. OK. Et donc je bossais avec plein d'assos, plein de Mmh. fondations, mais en plus ça faisait sens parce que Mmh. moi dans mon BP, la culture de la philanthropie, Ah bah, heu, aux US, aux US était énorme. ouais. Donc je voulais juste ouvrir mes US. Et donc on est tout le temps en train de regarder ce que font les US et les US, ils en ont un peu conscience de ça. Ils savent que leurs films, leurs produits, leur culture, la NBA, le machin, leur cinéma, Ouais. est très, très regardé. Mais au final, qu'est-ce que ça vaut? Mmh. Ils sont toujours en train de prendre cette température OK. parce que être cool, ça n'est valide que si quelqu'un le pense que tu l'es.
C'est pas quelque chose que tu peux chiffrer. C'est pas quelque chose que tu peux dire: «Bah, regardez, j'ai le plus d'argent» ou «J'ai la plus grosse armée» Mmh. ou «J'ai le plus gros bateau» ou «J'ai le plus gros» non! Être cool, c'est quelque chose que tu chiffres par le fait que quelqu'un te le dise Ouais, et que les gens le pensent. ouais, que tu worship, Exactement mmh, et il y a quelque chose vraiment de, il y a aussi un petit complexe mmh, avec toujours la peur de se dire: «Vous pensez qu'on est tous, non éduqués, obèses, complètement débiles, qu'on connaît rien à la géographie, qu'on sait pas placer je sais pas quoi sur la carte». Enfin, ils sont aussi très, très complexés parce qu'ils ont le sur pour beaucoup pas forcément complexés, mais même les gens très éduqués vont te dire: «Votre système éducatif est incroyable. ah ouais? La façon dont vous sortez». Mmh. D'ailleurs, c'est pas compliqué, un truc qui fait que en fait, c'est à un degré léger, mais quand tu veux être ami avec un Américain, Mmh. faut être capable de composer avec 2 choses. La Mmh. capacité à faire du small talk, donc être vraiment capable de connecter Mmh. sur des choses très, très superficielles. Ouais. Mais vraiment, le bas du niveau Mmh. de, où est-ce que tu fais tes courses? À qu'est-ce Mmh. qui s'est passé, la nouvelle sortie du nouveau produit de Trader Joe's, Mmh. à, une actualité qui est passée sur NPR ou les Mmh. Kardashians. Enfin, mais vraiment pouvoir parler d'un truc, D'accord. qui n'a N'engage rien pas, d'émotionnel, d'important ou d'intellectuel. OK. Et par contre, Mmh. tu vas devenir l'ami cool Mmh. et l'ami qu'ils sont contents d'avoir et Mmh. cetera, Mmh. si tu as la capacité de leur ramener un truc qu'ils adorent, Mmh. qui est, le fun fact et l'intellect. Pouvoir leur raconter une histoire, pouvoir leur dire: «Mais vous savez, dans tel pays, il se passe tel truc» ou alors «Nous, historiquement en France, il y a eu telle Mmh. chose». Ils ont un tel manque d'histoire parce que Mmh. leur pays existe depuis au final, quelques centaines d'années, Mmh. que nous, dès qu'on est capable de leur dire: «Bah, nous, il s'est passé ça» et en fait, le fait d'avoir de la culture générale, Ouais. c'est, hyper plébiscité. Louis XVI, vous vous rappelez Louis XVI? Parce que OK, la Seconde Guerre mondiale, vous êtes venus, mais Mais sans avant! vous! Mais il s'est passé tellement de choses avant, exactement. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que beaucoup de Français aux États-Unis sont amis qu'avec des Français parce qu'ils te disent: «J'arrive pas à me faire des amis, Oui. avec des Américains» parce que vraiment les relations sont superficielles. C'est pas les relations qui sont superficielles, c'est les conversations. Les D'accord. conversations au début. OK. Et d'ailleurs, des Américains, eux, vont te dire, quand ils aiment pas quelqu'un, Mmh. je me souviens, j'ai une copine qui bosse, pour Amazon, qui me disait: «Oh là là, j'ai tellement du mal avec cette collègue, on se connaît même pas» et elle part direct dans le trauma bonding. Je fais: «C'est-à-dire le trauma bonding?» Trauma bonding. Bah, le trauma bonding, c'est me raconter un truc horrible qui lui arrive, genre, Ouais. son enfant est malade, sa mère est je sais pas quoi et ou elle a une maladie quelconque et en mode on va devenir copines, parce qu'on partage, l'endométriose. C'est et elle va me dire: «C'est trop tôt, Ouais. je ne la connais pas». Et en fait, ils ont besoin de beaucoup de temps et de s'assurer que tu arrives à parler avec eux sur Mmh. des sujets qui sont très légers, à plaisanter et Mmh. à montrer que tu as aussi des références culturelles communes OK. pour qu'ils se sentent en confiance avant de pouvoir rentrer. J'ai des copains, ils ont mis, 2 ans avant de me dire que, je savais que leur père était mort et Mmh. ils ont mis 2 ans avant de me dire que leur père s'était suicidé. Ouais. Alors que vraiment, Mmh. j'ai d'autres amis en France, mais j'ai même des gens que j'ai pu avoir dans mes équipes qui me l'ont dit au bout d'un mois que, Ouais. Ouais, que ce genre de ce traumatisme. genre de choses, est arrivé dans leur vie Ouais. et on a une capacité en France à rentrer dans la profondeur très vite. Les Américains, ça les met très mal à l'aise et donc ils ont besoin de temps pour rentrer dans cette profondeur. Oui et ça leur donne une impression de superficialité, Ça qui est donne une juste. fausse impression superficielle. Alors oui, tu as des relations qui vont Ouais. complètement être superficielles Mmh. parce que de manière générale, tout le monde est très Ouais. friendly et très mais tu peux avoir de la profondeur avec des Américains, mais ça mettra beaucoup de temps. Tu disais aussi, ça moi ça m'a intéressée, je m'intéresse un peu à tous les sujets wellness, en ce moment. Ouais. Donc là, on est un peu dans la troisième phase, du wellness, dans les États-Unis, on a toujours un peu un temps d'avance, mais là, c'est arrivé en France, parce que tout ce qui est sport et wellness, on était sur tout ce qui était, sport de haute intensité et puis on est passé sur des sports, avec peu d'impact, tout ce qui était yoga, pilates et là, on entre dans le truc de la longévité, Ouais. et de dire comment on fait pour vivre plus longtemps et surtout plus longtemps en bonne santé. Et donc tu disais les lieux de longévité qui sont devenus des vrais espaces de rencontre. Ouais. Heu, pour moi, les salles de sport, c'était déjà des espaces de rencontre. En quoi est-ce que ces lieux-là, portent le truc encore un peu plus loin? Alors pour plusieurs raisons, je dirais que déjà il y a une vraie tendance dont j'ai aussi parlé, qui est annexe mais très liée, qui est que, il y a de plus en plus d'Américains qui s'isolent Ouais, alors ça, tu en parlais un petit peu. et on est en train de repenser à comment est-ce qu'on rencontre des gens. Mais alors pourquoi tu t'isoles au départ?
Qu'est-ce qui fait que dans un marché comme ça, si prône à la consommation, à la rencontre, tu t'isoles? Je il y a je alors, c'est vraiment multifactoriel. Heu, Moi, je vais quand même, t je suis très, très en lien avec les États-Unis et j'y vais, assez souvent, autant que ce que je m'autorise, en termes de quota carbone et mais ce que j'observe, c'est la vraie polarisation a fait que aux États-Unis, parfois, le lien, amical Mmh. prévalait. Je connaissais des Américaines, de 60 ans qui ont des les mêmes copines de fac avec qui elles étaient En en fraternité. fraternité, Ouais, enfin en en sororité pour, sororité. les femmes en l'occurrence et c'était leurs copines de sororité. Elles se faisaient un voyage par an et ça ne changeait pas. Ces dernières années, politiquement parlant, vraiment l'influence, la façon dont les gens ont mal vécu les dernières élections ont fait que tu pouvais avoir des copines de sororité républicaines et démocrates, c'était OK. Maintenant et ce que les gens se sont dit et les conversations qu'ils ont eues en privé pendant les élections ont vraiment abîmé des amitiés. Elles ont abîmé des amitiés, elles ont abîmé des familles et il y a tout un courant aussi de développement personnel où on a commencé à vraiment encourager les gens à dire, «Sors des relations qui ne te nourrissent pas». Mais au point même où ça a commencé avec, si tes parents sont toxiques, tu n'as plus besoin de parler à ta mère, ne te force plus et ça a évolué vers, les amitiés où si je suis pas en alignement parfait avec mes amis et que les gens que je côtoie, j'aime pas leurs conversations, j'aime pas leur point de vue politique, j'aime pas leurs idées, j'aime pas ce qu'ils mangent, j'aime pas leur mode de vie, j'aime pas peu importe, vraiment il y a une facilité à arrêter les relations. C'est le It's Easy de la C'est le it's easy et c'est le de même jeu. I don't want it to be complicated. ouais, tu veux plus te compliquer la vie. Et tu veux plus te compliquer la vie, tu veux pas aller alors ce qui est rigolo, c'est que la rencontre se fait aussi dans l'altérité. Bah, normalement, Oui, la richesse de mais là, on est dans la facilité, c'est le it's easy de la relation ouais. et donc vu qu'on coupe avec plein de gens, parce Ouais. qu'ils se sont mis à manger sans gluten et ça te casse les pieds, ils ont déménagé dans le New Jersey, c'est trop loin. Non mais j'exagère pas, hein, j'ai entendu ça. Elle est devenue trop religieuse ou elle l'est plus assez ou, elle a pas assez dit sur les réseaux sociaux qu'elle était pour ou contre la guerre et quelle que Ouais, soit la guerre. Enfin mais vraiment tout peut être, tout est bon pour, voilà, et bah, ça fait qu'on se sent seul et l'être humain est une créature sociale et sociable. mmh, Donc on se cherche des nouveaux amis et donc il y a tout un business mmh, où dans les lieux et donc tu as les lieux de longévité, mais tu as aussi plein de cafés, de restos avec des activités. mmh, Tout est fait pour se dire: «On devient des cafés, à rencontre et à networking» au fait que tu vas pouvoir parler avec des gens. Donc tu as l'émergence des clubs sociaux mmh, qui explosent. mmh, Pendant longtemps, tu avais que So House. mmh. Là, tu as des clubs sociaux Ouais. dans tous les sens, qui rentrent par cooptation, qui ont toutes des DA différents, des perks, peu importe et en termes de longévité, OK. bah, il y a un peu ce truc de je veux rencontrer des gens qui me ressemblent et qui ont les mêmes valeurs que moi et Ouais. la valeur de, avoir les mêmes moyens déjà, parce que ça coûte très cher la longévité. Donc on te tu déjà tu écrèmes, aussi, tous les gens qui ont les moyens de se le payer. Donc tu as les mêmes moyens, tu as les mêmes centres d'intérêt, c'est-à-dire manger sain, heu, se dire que c'est jamais devenu aussi cool, c'est une vraie tendance, mais, être sobre est devenu tendance. Ah ben la clean girl, esthétique. Complètement, Ouais. mais même être sobre est devenu une tendance, Mmh. même une tendance de rencontre. À un moment, il y avait des gens qui hackaient, les réunions des alcooliques anonymes, parce que tu y faisais du business. Les gens que tu rencontres aux réunions des AA deviennent, c'est l'équivalent de tes copains du Rotary ou de une forme de franc-maçonnerie, Tu vois, ils aiment le bonding sur des sujets de deep quand même les Américains. oui! Parce que tu vois? C'est ça. Alors, sachant qu'en plus, il y a un vrai problème de consommation de drogue à New York, donc c'est vraiment les 2 opposés. Tu Sympa. la longévité et en même temps, tu jamais eu autant de problèmes de fentanyl. Ah ouais, ça y est? Ouais, ah bah, ça faisait longtemps, mais Parce que c'est San Francisco qui est devenu complètement sinistré, oui, alors oui, mais le fentanyl est une vraie préoccupation, même des services, enfin de ces politiques, là, à ce stade. parce que comment ils adressent tu vois, typiquement, moi, tout ce qui était Ozempic et cetera, très facilité aux US, pour moi, c'était une politique de santé publique, parce qu'il y avait un gros sujet sur l'obésité, j'avais le sentiment qu'ils avaient essayé de résoudre ce problème-là par ce type de médicament-là, Mmh. et c'est vrai que, alors moi, je me suis passionnée pour, les sujets, toute l'enquête qu'il y a eu sur la famille,
Purdue et Purdue Pharma, l'Oxycontin, l'Oxycodone et cetera. Et je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fais, en fait, pour entériner ce genre de drame, public de, la moitié de ma population est accro au fentanyl, quoi?» Bah, le fentanyl, c'est particulier. Ils essayent de plus en plus d'ailleurs, c'est une des questions que je posais, aux gens que je croisais. Alors Ouais. bien entendu, pas les gens que je rencontre de manière aléatoire dans la rue ou à un dîner, D'abord, on est sur première fois. léger, Voilà, Élodie. avant de demander: «C'est quoi votre consommation de drogue?» Mais c'était quelque chose qui m'intéressait. Tu vois, par exemple, les mecs qui travaillent dans la finance aujourd'hui, il Ouais, y en a vraiment beaucoup en termes d'horaire qui le reconnaissent. Ils l'ont tenu pendant des années qu'à la cocaïne. OK. Parce que, tu te lèves le matin à 5 heures, tu passes ta journée, tu la termines à minuit ou à 1 heure pendant très longtemps. Tu voilà, et certains m'ont dit: «J'ai arrêté», Ouais. pas parce que, ça allait mieux ou je faisais moins d'horaires ou j'avais trouvé Mmh. un substitut avec le café, c'est juste que c'était devenu tellement compliqué, même en ayant un dealer sûr, de trouver de la cocaïne qui ne soit pas coupée au fentanyl, et le fentanyl, ça me faisait trop peur parce que je sais que tu en prends une fois, tu plonges et ça devient très addictif. Enfin, c'est une des drogues les plus addictives que, je pouvais j'avais trop peur de tout perdre. J'ai arrêté la coke parce que c'était coupé au fentanyl. J'ai arrêté la coke parce que j'avais trop peur de tomber dans autre chose. Enfin, c'est et en même temps, une des premières réponses qu'ils ont fait, ça a été aussi de légiférer. Donc aux États-Unis, aujourd'hui, tu as plein d'États qui ont légalisé la marijuana. New York en fait partie. OK. Quand tu sors de l'avion, la première odeur que tu sens, c'est ça, moi, ça me choque à chaque fois parce que tu sais, tu es en France, tu as pas l'habitude. Ouais. Mais vraiment, tu sors de l'avion et tu te dis: «Est-ce que tous les gens de l'aéroport ont tous décidé de fumer en même temps?» Donc ils ont légalisé la marijuana, tout le monde peut en acheter. D'ailleurs par curiosité, mais vraiment, alors moi je ne consomme aucune drogue, mais par curiosité, une fois j'ai accompagné une copine qui voulait renouveler sa vape. Elle vape de la marijuana, et donc vraiment je voulais juste savoir ce que c'était. Je suis rentrée Mmh. dans un shop. Ouais. T'as toute la population. T'as des hommes en costume qui viennent consommer des trucs, mais à des degrés que de toute façon, tu sais, c'est comme les États-Unis. En France, tu prends 1 ou 2 grammes de mélatonine et c'est déjà le bout Ouais. du monde et tu trouves pas plus. Aux États-Unis, tu peux acheter en pharmacie, mais genre self-service, du 20 milligrammes de mélatonine et qui te pour être sûr de dormir. Et ben là, c'est pareil. Toutes les doses de drogue, même celles que tu peux acheter dans les systèmes Nuevo, sont devenues très élevées. Et au-delà de la marijuana, ils ont aussi lancé des kétamines cliniques. OK. Donc des cliniques, pour accompagner parce qu'ils ont fait pas mal de tests sur des sujets de kétamine pour aider, des traumas, des dépressions, hyper, violentes et autres, et donc les États-Unis sont hyper, avancés sur, OK. beaucoup de recherches, liées à l'usage, de la D'accord. drogue. Donc c'est fou parce que encore une fois, Mmh. New York est une ville où tout coexiste. Mmh. Tu as à la fois des gens qui font des fêtes de jour. Le darty, c'est une tendance. C'est le day party. OK. C'est tu fais la fête en journée parce que tu veux te coucher tôt le soir, parce que tu fais attention à ton sommeil, que tu monitores avec ton Oura Ring. Donc tu as des gens qui sont dans une obsession du wellness et du bien vivre et qui sont en train de traquer toutes leurs données de santé et de bien manger Mmh. et de faire hyper attention à leurs macros Mmh. et de faire des prises de sang, pour mesurer chacune de leurs biomarqueurs, Mmh. et où le sujet, comme tu dis, c'est surtout bien vieillir. C'est pas forcément vivre vieux. Non, Le c'est Brian Johnson du Don't Die, c'est vivre. Ouais, c'est c'est pas tant se dire: «Je veux vivre jusqu'à 120 ans», c'est comment je suis dans la meilleure santé possible jusqu'au exact. jour où je meurs. Oui. Oui, c'est tout le sujet, tu sais, on a tous vu, nos grands-parents dire, «Je travaille comme un dingue, mais je profiterai au moment de la retraite» et en fait, tu tombes malade au moment de la retraite. C'est ça, exactement, et tu as profité de rien du tout. Donc d'un côté, tu as vraiment des gens qui sont d'un clean et d'un sobre pas possible, et où c'est devenu une esthétique et c'est cool. Et de l'autre, tu as aussi, Mais les fins du des gens monde, qui font de la thérapie avec ouais. de la kétamine et qui vont travailler après la journée, et qui ont des très, très gros postes dans des très, très grosses boîtes. Tout coexiste. Ouais, c'est le C'est différent. Voilà, c'est nini, je ne suis pas là pour juger. C'est, et donc la longévité, par contre, c'est vrai que c'est une tendance qui est hyper forte, parce que c'est devenu aussi un signe de richesse. mmh. Vivre, en bonne santé, en fait, on a compris qu'à un moment, l'accumulation de possessions, c'est une chose. Mais, le truc qui dit que tu es riche, c'est d'avoir du temps. Oui, C'est et ouais. d'avoir du temps pour en profiter, d'avoir du temps avec ta famille, d'avoir du temps avec tes enfants, d'avoir du temps avec les gens que tu aimes, d'avoir du temps pour faire ce que tu veux. Et donc la meilleure façon de s'acheter du temps, c'est d'être en suffisamment bonne santé pour avoir du temps longtemps. Ouais.
C'est vrai que je suivais je suis tombée sur les contenus d'un type que j'ai trouvé assez intéressant, je te partagerai, qui parlait des nouveaux marqueurs sociaux, dans les grandes OK. villes comme New York et cetera et qui parlait du fait d'avoir beaucoup d'enfants, Ouais, d'avoir plus d'un enfant, heu, enfin plus d'un enfant, bref, enfin, moi je c'est un investissement. ouais, ouais, ah bah, Ouais. enfin, je le vois dans le sentier, on a 3 enfants. À l'école, il y a 2 familles avec, 3 enfants. voilà, Ouais. soit tu bouges, c'est c'est même plus une question de moyens financiers, c'est une question de confort de vie, Mmh. comment tu fais pour, Ouais. et donc il parlait effectivement des nouveaux marqueurs et donc notamment d'être en très bonne santé, de pouvoir prendre soin de soi, et cetera. Ouais, complètement. D'ailleurs, c'est une tendance quand tu regardes un peu l'immobilier, aux États-Unis, quand les gens te parlent de leur recherche d'appart, Ouais, qu'ils cherchent à acheter ou à louer, ouais, tu as beaucoup qui vont te dire: «Nous, on est un DINK, le double income, no kids». ouais et tu sais qu'avant ça, c'était une cible, quand tu ciblais, les couples homosexuels. Ouais et bah, Il y a de maintenant, il y a c'est 10 ans. devenu c'est Ouais, les cibles hétérosexuelles ouais, et les gens remplacent les enfants par le chien. ouais. Oui, alors ça oui, ouais. Et pareil, aux États-Unis, ils ont vu qu'ils se sont rendus compte que tout le monde s'est mis à se dire: «En fait, je n'ai pas les moyens d'avoir un enfant, c'est pas forcément que j'en veux pas». Il y a des gens qui en veulent pas, mais il y a aussi plein de gens qui se disent juste: «Je ne peux pas me le permettre financièrement, Ouais. ça me coûtera trop cher, c'est pas un investissement que j'ai envie Mmh. de faire». Mmh. Ils prennent un chien et alors l'économie du chien est devenue incroyable. Rien n'est fait pour que ce soit compliqué pour toi d'avoir un chien. Tu rentres j'ai gardé, pour une journée le chien d'une copine, Mmh. qui, partait faire je sais pas quoi, qui pouvait pas s'en occuper. Je promenais le chien, Mmh. je rentrais dans les magasins, je faisais ma vie. Mmh. Tous les magasins sont adaptés aux chiens. Tous les magasins ont des treats, donc des Ouais. biscuits, des friandises et te demandent s'ils ont le droit d'offrir une friandise à ton chien. Mais le chien peut manger gratos toute la journée. Et Ils te le nourrissent, ils te le font boire, mais parce qu'ils ont compris que s'ils disent: «Les chiens n'ont pas le droit de rentrer dans ce magasin», mmh, potentiellement le magasin va dire: «Bah, tu sais quoi? Moi non plus, je rentre pas. J'ai ouais. pas envie de me casser les pieds à laisser mon chien dehors Bah, ou bien à sûr, trouver ouais. un moyen de le faire garder». Donc que ce soit les restaurants, les magasins, peu importe, tout est fait pour que, vu que tu es un client qui a un chien et tu es devenu ce persona, on va faire en sorte et même dans les services associés à ton condo, à ton building, Ouais. tu as des buildings où avoir un chien, c'est devenu facile et ça va être un choix. Si tu vas choisir d'aller acheter ou d'aller vivre là-bas parce que c'est facile pour ton chien. Vraiment, c'est typiquement le genre de truc que je n'aurais jamais. Ce genre Un chien? bah, quand Tes enfants te demandent pas? non, mais c'est marrant, c'est quand j'ai eu mon troisième enfant, j'ai quand même pas mal de gens qui m'ont envoyé en mode blague une carte avec une photo de nous 5 plus un chien. Mmh. En mode, c'est le next step. Je fais: «Mais en fait, jamais de la vie». Tu peux pas avoir, un tout. Mais bon, c'était Ça assez marrant. rajoute une, contrainte, Oui. organisationnelle. Il nous reste pas beaucoup de temps, je veux pas te prendre trop de temps et je voulais peut-être te poser une dernière question, Ouais. en ça pour un petit regard prospectif. OK. Dans 5 ans, bon, quelles transformations te semblent irréversibles et lesquelles pourraient se renverser? Oh, tu me demandes ça, dans un monde où on vit avec l'IA? Où toutes les crises, explosent? Hem, alors une que j'aimerais qui se renverse, Mmh. je ne sais pas si elle va se renverser, mais j'aimerais beaucoup. Mmh. Les y compris chez les démocrates, le sujet climatique est sorti de la tête des Américains. Ah ouais. La sustainability, mais alors vraiment, Chez les démocrates? ouais, les démo enfin, ils se posent plus la enfin, ils se posent pas la question du nombre d'avions qu'ils prennent. Ils ne se posent pas la question de l'emballage plastique qu'ils ont. Ils se posent pas la question à peine la question du tri de la poubelle. Fondamentalement, que tu sois démocrate, républicain, peu importe, ce sujet de la sustainability, alors oui, tu as des boîtes qui sont bicorp, qui font des choses comme ça, mais dans le quotidien des gens, par rapport à il y a quelques années, notamment sous l'administration Obama ou Al Gore, Mmh. enfin bref, hein, il y a quand même plein de gens aux États-Unis qui ont fait des trucs assez incroyables pour éduquer les gens et soulever ça. On a un retour en arrière qui est très fort. Et donc, une tendance que j'aimerais qu'il se renverse, ça serait de remettre cette notion de durée Mmh. et de bien faire et de se dire qu'on prend des choix sur une planète qui est des limites finies et la prospective, toutes les études scientifiques te le disent, quel que soit enfin, à un moment, le stress hydrique, c'est une réalité, le dérèglement climatique aussi, donc la reprise en compte des limites planétaires, Ce serait pas mal. ça serait pas mal, notamment pour qu'ils créent des boîtes qui durent.
Oui, et qui ne vont pas se baser sur une ressource qui, dans 3 ans, va potentiellement se tarir ou il y aura plus accès pour des questions de géopolitique. Et une que c'est sûr qu'elle va rester, oh bah, le côté, la facilitation. ouais. Tu penses pas qu'il y a un moment où les gens vont en avoir marre? Je prends un exemple très personnel. Il y a un site, moi, que j'adorais en France qui s'appelait Épicerie. Ouais, je m'en souviens des Alors, brasseries. c'était Elsa Herrmann qui avait monté ça, Ouais. une nana que j'adore et j'ai trouvé enfin, moi, je trouvais ça génial, en fait, de se faire livrer, on pouvait se faire livrer à Paris, tous les primeurs, de la ville, donc potentiellement du primeur qui était à côté, de l'épicerie fine qui était à côté. Donc pendant des années, j'ai fait toutes mes courses là-dessus. Ça rendait mon mari ouf parce que c'est hors de prix, heu, et donc pardon. C'était un investissement pour toi, ta famille, le bien manger, tout ça? Non, non, mais je Non, mais comprends. c'était incroyable. Ouais. Honnêtement, en termes de qualité, c'était fou, et donc bon, bah, ça a dû fermer, je pense que le modèle était difficile à soutenir, comme pour beaucoup de business de livraison. On n'a pas parlé d'ailleurs, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Mais depuis que j'ai plus ça, bah, en fait, je trouve que j'ai un rapport à ma consommation, en tout cas à mon budget, maison qui a complètement changé et je me sens un peu plus, enfin, beaucoup plus en maîtrise, beaucoup plus, en fait, je trouve que trop de simplicité, je sais pas comment l'exprimer, je l'exprime très mal, mais c'était trop de simplicité dans ma vie, tu vois? C'était trop facile. Mmh. Ça te faisait consommer plus et tu réfléchissais même plus à ce que t'achetais. Non, mais vraiment, j'étais à la fois quand j'ai reçu le mail de fermeture, j'étais là: «Oh non, c'est quand même Comment je vais faire? exactement, je suis vraiment: «Non, non, non» et tout et en réalité, bah, je dis: «Bah non, c'est vrai que c'est bizarre». Alors, c'est rigolo parce que ce que tu dis c'est la boucle est bouclée. Ça fait référence à ma thèse et mon travail de recherche. C'est vrai? Ouais. Moi, je fais ma thèse, je l'ai pas dit en intro, j'ai dit: «Je fais de la recherche», mais j'ai pas dit sur quoi. Je me suis beaucoup intéressée, je sais pas si tu sais, mais tu as un économiste, enfin un psychiatre qui a gagné un prix Nobel en économie qui s'appelait Daniel Kahneman, Mmh. qui est très connu pour avoir écrit, Système 1, Système 2, Oui. Thinking Fast and Slow. Et en fait, son prix Nobel d'économie, il a gagné là-dessus, il l'a gagné sur la théorie des perspectives. Et dans la théorie des perspectives, il y a un truc qu'il a théorisé et qu'il a prouvé avec plein d'expériences incroyables, Ouais. qu'il a mené avec son copain Tversky, avec Ouais. qui ils ont eu le Nobel. Enfin, Tversky est décédé, mais ils ont fait tous leurs travaux ensemble, qui était le biais d'aversion à la perte. Le biais Ils d'av ont fait beaucoup d'expériences qui ont montré qu'on a une aversion naturelle à la perte. Et eux, la façon dont ils ont fait des expériences, c'était la perte matérielle. Ouais. Typiquement, ce que dit le biais d'aversion à la perte, c'est que si tu gagnes 100 €, tu es content. Mmh. Si tu perds 100 €, tu es 2 fois plus malheureux que tu Oui. n'es content que si tu gagnais 100 €. Oui. La raison pour laquelle il y a des gens qui gardent des actions qui sont en train de perdre en valeur et qui ne les vendent pas, ou ton bitcoin ou peu importe, parce que les vendre, ça serait activer la perte, le fait que tu as vraiment perdu de l'argent. Mmh. Donc tu préfères les garder en te racontant qu'à un moment le marché va remonter, mais ou au quotidien, hem, Mmh. être t un c'est aussi, théorisé, je crois, mais je dis pas la référence de l'étude. Tu vas plus négocier ton salaire si tu es en emploi que si tu es en recherche d'emploi. Parce que si tu es en emploi, la valeur Oui. que tu te donnes et puis la valeur que ça aurait, en Mmh. fait, il va falloir beaucoup plus d'argent Mmh. pour te faire perdre ton travail, c'est-à-dire arrêter perdre ce que tu as déjà, Ouais. que si tu l'as déjà plus, ouais, tu es vachement plus souple dans ta négociation parce Ouais. que tu as rien à perdre. OK. Et donc cette aversion à la perte, elle a été, faite, sur des pertes matérielles. Toutes les expériences qu'ils ont fait, c'est des pertes, matérielles. OK. Et moi, ce que j'ai observé dans les organisations et tout le sujet de ma thèse, c'est que moi, j'étudie les pertes immatérielles. Et notre aversion, bah, qu'est-ce qu'on perd qui n'est pas matériel? OK. Typiquement, dans le sujet d'IA, les pertes identitaires liées à l'IA. Ta perte de statut, ta perte d'expertise, ta perte de reconnaissance, ta perte en fait, qu'est-ce que tu perds Mmh. et qu'est-ce que tu fais avec cette perte? Comment tu gères ce deuil? Et pourquoi il y a des gens, par exemple, qui ne vont Mmh. pas vouloir se mettre à l'IA parce Mmh. qu'en fait, le gain, il est pas du tout visible et tu perds trop. Et dans ce que tu dis, il y a une phrase de Jean Covici que j'adore, qu'il a dit il y a quelques années, qui disait: «On a du mal à faire le deuil d'un monde facile». Ouais. Et les États-Unis l'incarnent bien. Mmh. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours en train de faciliter les choses? C'est qu'on a envie
On a construit une culture entière sur le fait qu'on peut faciliter le monde, on peut enlever la friction. Et faire le deuil d'un monde facile, c'est accepter que, bah, parfois, tu composes avec, en effet, des limites. On a du mal à faire, le deuil d'un monde illimité aussi, hein. Bah, c'est un peu le sujet de ce qu'on parlait tout à l'heure en disant: «Il faut en profiter, tant que c'est facile d'utiliser l'intelligence artificielle, parce que c'est incroyable ce que ça donne comme perspective, mais ça ne dure pas» et cetera. Ouais. Et paradoxalement, tu vois, c'est difficile, je pense, c'est dur effectivement de faire le deuil d'un truc facile, mais ça te ramène, beaucoup de grounding, je pense. Ça te Ah oui, bien sûr. Et en fait, la friction a du bon. J'en parle beaucoup, avec des communautés de designers, parce que quand tu es designer, tu crées l'innovation tout le temps. Le boulot d'un designer, en général, c'est d'enlever de la friction pour simplifier des tunnels, pour simplifier des expériences, pour être sûr que rien n'empêche. Sauf que la friction, même dans l'éducation, est reconnue. Il y a du bénéfice à chercher, ne pas trouver, réessayer, faire de l'essai-erreur, parce que tu apprends, de toutes tes erreurs que tu as faites. Tu c'est il y a un réel bénéfice et après, il faut choisir la friction. Parce qu'en plus, quand tout est facile, tu te donnes très peu de mérite et puis, du coup, tu oublies. Ouais. Donc je suis d'accord, il y a un côté grounding, qui est très qui est très important. Heu mais quand tu me demandes quelle est une tendance qui va durer, je te dirais la tendance des États-Unis, en tant que pays, à chercher toujours des choses faciles. Mais c'est culturel. Ça veut pas dire que c'est bien ou mal, Ouais. ça veut juste dire que je pense qu'ils vont vouloir continuer à ça parce que, ils aiment enlever les frictions et ils savent que, ça pousse les gens à s'engager quand c'est facile. Heu, Ce qui ne veut pas dire que c'est le seul, moyen. Oui, et que c'est le seul modèle et que ce sera Et que celui c'est le qui seul modèle et que ouais. et surtout, ça veut pas dire que c'est celui qui dure dans le temps. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est le concept de la fast fashion versus le luxe. Mmh. Il te faut 1000 heures pour faire, un sac ou une broderie, que tu vas garder Mmh. pendant 40 ans et ça devient patrimonial, Mmh. parce que tu le lègues Mmh. et il te faut, quelques heures pour, faire, un truc en plastique dans une usine, très rapide. Mmh. L'usage et qui va te durer 2 mois et puis après, pour peu que ce soit une chaussure ou je ne sais quoi, ou même un sac, il est fichu. Tout dépend de, l'usage et de ce que tu essaies de construire. Mmh. Tu remarques que je t'ai pas demandé s'ils allaient réussir à se débarrasser de Trump. Non, mais je pense que c'est parce que tu penses à mes réseaux sociaux et au fait que je veux pouvoir rentrer dans le pays. Ah! Tiens, tu vas être autorisée à J'espère, ah ouais? c'est un ESTA, mais tu sais que c'est un vrai sujet des Français sur place. Les Français me disent, les 2 Français avec qui j'ai parlé Ouais. m'ont dit: «Tu vois ce genre de SMS que je reçois sur WhatsApp? Je supprime la conversation aux gens et je dis aux gens de ne plus me parler parce que ça, je me fais, prendre à la frontière avec ne serait-ce qu'un SMS où on m'envoie une actu qui dit quoi que ce soit de négatif, sur le gouvernement, que je partage ou pas l'opinion, on tombe dessus, on peut me retirer ma enfin, j'ai trop peur qu'on me retire ma green card». Donc il y a une vraie question de, c'est quoi ton antériorité? Comment tu as pris la parole sur les réseaux sociaux? Puis quand tu as pris un billet d'avion et que tu viens de te faire des heures et des heures de voyage, tu as pas envie de te faire refouler à la frontière donc On croise les doigts pour le prochain voyage. c'est gentil. Merci. Bon, en tout cas, merci beaucoup Elodie, c'était passionnant. Merci à toi pour cette invitation. Merci à Shoran de nous avoir présentés. Mais oui, Shoran et ses événements incroyables avec Bureau 6 novembre, Exactement. on adore. C'était vraiment un super moment. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Argent compté.